Bonjour, et en effet, vous êtes avec nous ce Bonjour. matin, Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen. On va d'abord parler du Covid, on parlera d'Europe, comme le disait Thomas à l'instant. Un nouveau conseil de défense ce matin. Est-ce que vous attendez de nouvelles mesures, de freinage contre cette nouvelle vague, cette cinquième vague qui est en train de déferler sur la France? Mais vous savez, en novembre dernier, le président de la République nous expliquait que tout ça était derrière nous. Et puis finalement, on voit que de variant en variant, le Covid, la Covid change, mute, s'adapte. Et la question à se poser, c'est comment on vit avec ça. Est-ce faut aussi qu'on s'adapter. doit réduire notre vie sociale ad vitam aeternam, parce que des variants, il peut en avoir très longtemps. C'est possible qu'il y en ait très longtemps, de différentes natures. Est-ce qu'il faut réduire notre vie économique ou est-ce qu'il faut vraiment se projeter en se disant il faut prendre des mesures de fond? Le problème, c'est que le gouvernement ne prend pas de mesures de fond. Que ce soit l'hôpital, que ce soit la fermeture des frontières, l'hôpital qui est toujours sous tension extrême, que ce soit la difficulté, par exemple, aussi à pouvoir obtenir la troisième dose, on voit bien que la vaccination ne répond pas à tout. On nous avait vendu la vaccination comme étant la réponse pour tous les problèmes. C'est pas vrai. La vaccination des enfants est aujourd'hui une hypothèse qui est sur la table. Elle n'est pas écartée. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi, je ne suis pas pour la vaccination obligatoire et je suis très réservé sur la vaccination des enfants. Pour plusieurs raisons, mais je me remets aux avis médicaux. C'est que d'abord, les enfants font moins de formes graves, mais que, comme disait le docteur Gérald Kierzek, je me réfère à des autorités médicales, je ne suis pas médecin, visiblement, les enfants qui non seulement font des formes moins graves, eh bien, la balance bénéfice-risque n'est pas suffisamment claire en ce qui concerne une vaccination des 5-11 ans. En revanche, il est avéré qu'ils transmettent beaucoup. Ils ne font pas de formes graves, mais c'est par eux aujourd'hui mais a que priori, l'épidémie connaît ses... Mais a priori, leur entourage est vacciné. A priori, l'entourage des enfants est vacciné. Donc je suis très réservé sur ces vaccinations d'enfants 5-11 ans. Là, encore une fois, je pense qu'on manque un peu de recul sur les enfants. Ce sont des avis médicaux. Je ne suis pas médecin, mais ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement ait une stratégie à longue échéance qui soit claire sur les frontières, le ciblage des personnes qui sont dans des situations de santé difficiles. Dans la ville de Denain, dont je suis élu, il y a seulement 70% des gens qui sont vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a 30% des gens qui sont loin, qui se trouvent éloignés d'un discours sur la vaccination. Le week-end a été marqué par plusieurs événements politiques et en premier, ce grand meeting d'Éric Zemmour, plus de 15 000 personnes, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé à la tribune, et aussi des incidents assez nombreux, des militants d'SOS Racisme qui ont été tabassés, des journalistes de l'émission Quotidien qui ont été pris à partie. Que vous inspire ce qui s'est passé, ces incidents au meeting d'Éric Zemmour? Deux choses d'abord. Vous savez, nous avons vécu il y a très longtemps un peu ces provocations d'extrême gauche et nous savons gérer tout ça lorsqu'il s'agissait de militants d'extrême gauche qui entraient dans nos meetings. Là, ce sont des militants d'SOS Racisme. Je considère que d'abord... Vous appelez ça une provocation? Alors d'abord, moi je condamne toutes les formes de violence. Je trouve ça insupportable qu'aller dans un meeting vous expose à une quelconque violence. Il faut être très ferme là-dessus. De l'autre côté, imaginez Génération Identitaire allant dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, il y a un côté provocation inutile qui est destiné probablement à perturber. Et là-dessus, je trouve que c'est pas responsable. Quand on est un militant politique très hostile, on va pas dans les meetings de ses adversaires pour semer la pagaille. Encore une fois, la violence est inadmissible. Mais vous dites, mais sincèrement, que les fautifs, ce sont donc ceux qui sont venus protester contre les propos d'Éric Zemmour. Je ne dis pas les fautifs. Je dis que lorsqu'on est un militant totalement opposé à une idée ou à un candidat, on vient pas dans le meeting se prendre le risque de créer des altercations. Vous le savez bien, je veux dire, c'est le bon sens. Mais encore une fois, la violence n'est pas légitimable. Il n'est pas question de légitimer une quelconque violence. Moi, je trouve ça choquant qu'une jeune fille reparte en sang. Mais en même temps, je vous le dis, des militants de Génération Identitaire dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon, je suis pas sûr du résultat. Est-ce que c'est néanmoins un handicap pour la suite de la campagne d'Éric Zemmour qu'il y ait un front anti-Zemmour qui se constitue dans le pays et qui serait capable de lui réserver un comité d'accueil à chaque fois qu'il se déplacera? Mais Zemmour, comme tout le monde, doit pouvoir s'exprimer dans le pays. Il n'y a pas de raison. Il représente quelque chose. Aujourd'hui, il a un écho dans le pays. Il doit pouvoir s'exprimer librement. Ou alors, s'il franchit le cadre de la loi, eh bien, il subira ce que la loi prévoit. Mais il doit pouvoir s'exprimer librement. Et d'ailleurs, tous les candidats doivent pouvoir s'exprimer librement. Et tous les candidats qui représentent quelque chose doivent aussi pouvoir bénéficier des 500 signatures de maire. Je vous rappelle le côté antidémocratique qui est celui qui consiste à rendre public le nom des maires qui signent pour un candidat et qui rend très difficile, notamment pour les candidats du Rassemblement national, la possibilité d'avoir ces signatures. Est-ce que sur le fond, vous estimez, comme Marion Maréchal, qu'Éric Zemmour comble
un besoin des électeurs, ce qui explique d'ailleurs ces intentions de vote qui, même si elles sont en baisse, restent élevées à ce stade. Non, mais moi, je vois pas de valeur ajoutée, en fait, à la candidature d'Éric Zemmour. Hier, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il a beaucoup parlé de la France, mais finalement, très peu des Français. Et je ne vois pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les propositions que fait Éric Zemmour, c'est 100% de ce que propose Marine Le Pen. 100%. Et, Il n'y a même pourtant, pas de il fait un nuance. score à côté du vôtre. Donc, et ça veut beaucoup dire que... d'électeurs qui votaient Marine Le Pen ou d'autres candidats se tournent Oui, vers lui enfin, aujourd'hui. on a vu qu'il avait évidemment beaucoup reculé, qu'il a évidemment beaucoup baissé dans les sondages, en tous les cas dans les chiffres aujourd'hui, parce que je crois qu'il n'apporte pas de solution et qu'en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée à cette candidature. Alors, il existe, il incarne une certaine forme de discours, mais je crois qu'il n'y a pas de solution derrière tout ça. Donc, je ne suis pas sûr que... Et puis, il n'y a pas beaucoup de maîtrise de soi, il faut bien le dire. Donc, je ne suis pas sûr que ça aille très loin, sincèrement, et je crois qu'Éric Zemmour serait bien inspiré de rejoindre une dynamique d'opposition à C'est ce Emmanuel que vous Macron, celle de souhaitez, Marine Le Pen. vous l'appelez à Bien vous sûr. rejoindre, vous imaginez une alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour avant le premier tour. Mais moi, je suis sûr qu'Éric Zemmour est un candidat patriote, sans aucun problème. Mais je lui dis, à partir du moment où il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'arrive pas avec des solutions incroyables, avec des ralliements incroyables, il n'arrive pas avec une offre politique nouvelle. Mais une radicalité supérieure à la vôtre. Mais donc, je pense que cette radicalité ne peut pas mener au second tour et ne peut pas mener au rassemblement des Français. Il y avait, par exemple, aucune mesure sur les retraités, aucune mesure, rien, comme si les retraités ne comptaient pas dans le pays. Alors, je pense qu'il doit effectivement avoir la grandeur, l'honnêteté de se retirer. Il y a une candidate qui a des mesures, qui propose des mesures sur l'ensemble du spectre maintenant, à partir depuis en tout cas 48 heures, c'est Valérie Pécresse, elle va être la candidate des Républicains. Vous avez été pendant longtemps un militant de l'UMP, vous connaissez donc bien Valérie Pécresse. Pourquoi, comme Marine Le Pen, vous dites que c'est la plus macroniste des 5 prétendants finalement à cette candidature? D'abord, tout le parcours de Valérie Pécresse ressemble à celui d'Emmanuel Macron. Énarque comme lui, bien né comme lui. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr, mais Warren, elle est l'incarnation même du système. Sur sa personnalité, elle ressemble furieusement à Emmanuel Macron. Et puis sur sa sensibilité politique, ce qu'elle propose n'est pas différenciant d'Emmanuel Macron. Elle est libérale, Macron est libéral. Elle est européiste, Macron est européiste. Et elle a voté Emmanuel Macron. Et je vous donne la fin de l'histoire. À 20h01, le soir du premier tour, Valérie Pécresse, parce qu'elle concourt en fait au poste de Premier ministre, viendra nous dire votez Emmanuel Macron. Monsieur Chenu, sur l'immigration, un sujet qui vous est cher, qui est votre cheval de bataille, Madame Pécresse veut instaurer des quotas annuels, elle veut réformer le droit d'asile, la délivrance des visas, réduire les aides sociales pour ceux qui bénéficient du regroupement familial. Franchement, ça ressemble plus à votre programme qu'à celui d'Emmanuel Macron, honnêtement. Non mais chez les Républicains, il y a un côté sur clone. Oui, il y a un côté clone du programme du Rassemblement national pendant la campagne. Mais j'oublie pas que Valérie Pécresse a voté le transport gratuit pour les clandestins au niveau de la région Île-de-France. C'était pas il y a 20 ans, c'était lors du dernier mandat. Le transport gratuit pour les clandestins. Le transport gratuit des TER pour les clandestins. Donc par conséquent, vous voulez dire pour tout le monde en fait? Non, pour les clandestins, pour les gens qui sont sans titre ni droit sur notre territoire, qui n'ont pas le droit d'y être. Donc je vois bien toujours la différence entre un discours national qui se veut très dur, on roule les mécaniques, on va faire plus que plus, et puis dès qu'ils sont en responsabilité, ils font l'inverse. On a été habitués, c'est-à-dire pour ça que des gens comme moi ont quitté l'UMP et les Républicains. Vous pensez aujourd'hui, comme Éric Ciotti, qui a été son concurrent dans cette primaire, qu'elle n'est pas assez à droite, si on vous entend bien, alors qu'elle revendique ce discours, qu'elle dit justement qu'elle sera une présidente totalement à droite, qu'elle fera une politique de cette nature, vous n'y croyez pas? Non, mais il répète, nous sommes de droite comme si c'était un mantra. Mais le sujet, c'est pas de savoir si vous êtes de droite ou de gauche. Le sujet, c'est de savoir si les propositions que vous faites, elles ont une efficacité, elles sont différentes de ce qu'on vit. Donc vous êtes comme Éric Ciotti, vous lui demandez de vous rejoindre lui aussi? Mais Éric Ciotti, sa place, elle est avec nous, évidemment, et pas dans cette mascarade avec les Républicains. Mais moi, je crois que si des électeurs sont attachés à l'indépendance et à la souveraineté de la France, s'ils veulent la restauration de l'autorité de l'État, s'ils veulent un État stratège et pas une économie libérale dérégulée, c'est du côté de Marine Le Pen que ça se passe. Le reste, ça se passe du côté d'Emmanuel Macron. Notez d'ailleurs qu'il y a 2 campagnes qui sont en train de se dessiner. Vous avez en fait, hier, les 2 meetings le disaient, une campagne Zemmour contre Mélenchon et une campagne Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. On voit bien que c'est une campagne un peu à tiroir. Marine Le Pen qui était, il y a 2 jours, en Pologne, pour rencontrer plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre polonais et aussi Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Elle vient soigner sa stature internationale pour être, comme vous le dites, l'égale d'Emmanuel Macron. C'est son objectif aujourd'hui? Je crois que lorsqu'on veut accéder aux plus hautes responsabilités, il faut un projet et une carrure présidentielle. Et je crois que Marine Le Pen, elle est à un moment de sa vie où elle a les deux.
Elle a le projet, les équipes, elle a travaillé dessus, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, la crédibilité de Marine Le Pen est très forte, et puis elle a une carrure et une stature présidentielle. Elle a une maîtrise d'elle-même, elle a une expérience, elle a des équipes, et elle est reconnue à l'international. Hier, le Premier ministre polonais, avant Viktor Orban, demain d'autres, Marine Le Pen rencontrera d'autres, bien entendu, dirigeants internationaux. Elle a cette stature. Et aujourd'hui, je crois qu'elle répond exactement à ce dont on a besoin, de la cohérence, de la solidité et une certaine forme de réassurance. Merci Sébastien Chenu, Merci. porte-parole donc de Marine Le Pen, on vous a entendu ce matin, et c'est la suite.